Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des millions de personnes, l'asthme. Alors on a tous une idée de ce que c'est, mais la réalité est bien plus complexe qu'un simple essoufflement. C'est toute une mécanique interne assez fascinante en fait qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. Bon, cette définition, elle peut paraître un peu médicale, un peu intimidante, mais en fait, c'est assez simple. On va la décortiquer. Inflammation, il faut juste imaginer que ça gonfle. Pensez à une cheville qui a une entorse, eh bien là, c'est pareil, mais à l'intérieur des voies respiratoires. Ensuite, bronchoconstriction. Là, c'est les muscles autour de ces voies qui se serrent, qui se contractent. Et le mot le plus important de toute la phrase, c'est réversible. Retenez bien ça parce que c'est vraiment la clé, et on va voir pourquoi juste après. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? La dyspnée, c'est ce sentiment horrible de manquer d'air, de ne pas pouvoir reprendre son souffle. La constriction thoracique, l'image est parlante, c'est vraiment comme si un étau vous serrait la poitrine. Le wheezing, ce sont ces sifflements qu'on entend, c'est le bruit que fait l'air qui peine à passer dans des tuyaux tout rétrécis. Et attention, parfois, le seul symptôme, ça peut être une toux. Juste une toux, sèche, qui n'en finit pas. C'est un signe à ne jamais ignorer. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, rien de tel que quelques chiffres. Et vous allez voir, ils sont assez parlants. 25 millions. C'est énorme. C'est le nombre de personnes qui vivent avec l'asthme juste aux États-Unis. Pour qu'on se représente bien, c'est comme si toute la population de l'Australie était asthmatique. C'est l'une des maladies chroniques les plus courantes et elle touche particulièrement les enfants. Et puis il y a ce chiffre, plus sombre, 10 000. C'est le nombre de décès causés par l'asthme chaque année, toujours aux États-Unis. Ça nous rappelle une chose vraiment importante. Même si on vit très bien avec l'asthme aujourd'hui, ça reste une maladie qui peut être grave et qu'il faut absolument prendre au sérieux. Et l'impact ne s'arrête pas là, il est aussi économique. Regardez-moi ce chiffre, 56 milliards de dollars. C'est le coût de l'asthme par an aux États-Unis. C'est un chiffre colossal qui comprend tout, les soins médicaux, les médicaments, mais aussi la perte de productivité, les journées d'école ou de travail manquées. C'est un fardeau pour toute la société. Bon, maintenant qu'on a vu l'ampleur du problème de l'extérieur, si on allait voir ce qui se passe à l'intérieur. Plongeons au cœur des poumons pour voir la mécanique d'une crise d'asthme. La grande question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les poumons? Comment est-ce que cette réaction en chaîne se met en place dans notre système respiratoire? C'est une véritable cascade en 3 étapes. D'abord, la bronchoconstriction. Imaginez les petits muscles qui entourent vos bronches, eh bien ils se contractent, ils se serrent très fort, un peu comme un poing qui se ferme. Ensuite, l'inflammation et l'œdème. La paroi des bronches se met à gonfler et en plus, elle produit plein de mucus, ce qui bouche encore plus le passage. Et enfin, troisième étape, l'hyperactivité. Les voies respiratoires deviennent ultra sensibles. Elles sont sur le qui-vive, prêtes à surréagir à la moindre petite chose. Et ça, c'est un point super important. Si on laisse cette inflammation s'installer sur le long terme, sans la traiter, elle peut finir par causer des dégâts permanents. On parle de rémodélage. En gros, les parois des voies respiratoires s'épaississent, elles deviennent rigides, et c'est pour ça que le traitement de fond, celui qu'on prend tous les jours, est tout aussi essentiel, voire plus, que le traitement de la crise elle-même. D'accord, on a vu ce qui se passe à l'intérieur, mais alors, pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui, au juste, met le feu aux poudres? En fait, il faut voir ça en deux parties. Il y a d'un côté le terrain et de l'autre l'étincelle. Le terrain, ce sont les facteurs de susceptibilité. C'est la génétique, on a identifié plus de 100 gènes liés à l'asthme. C'est l'environnement dans lequel on grandit, l'obésité, bref, c'est ce qui prédispose quelqu'un à développer la maladie. Et puis, il y a l'étincelle. Ça, ce sont les facteurs déclenchants. Les acariens, le pollen, la fumée de cigarette, l'air froid. C'est ce qui va provoquer la crise, là, maintenant, sur un terrain qui était déjà prêt à s'enflammer. Alors, avec tous ces symptômes, ces déclencheurs possibles, comment est-ce qu'un médecin peut être sûr et certain qu'il s'agit bien d'asthme et pas d'autre chose? Le processus est assez logique en fait. Tout commence par l'écoute, la discussion sur les symptômes, à quel moment ils apparaissent, etc. Ensuite, on passe à un examen qui s'appelle la spirométrie. Ça mesure tout simplement le souffle. Mais le test vraiment décisif, c'est le test de réversibilité. On fait la spirométrie une première fois, puis on inhale un bronchodilatateur, un médicament qui ouvre les bronches, et on refait le test. Si les résultats s'améliorent de façon spectaculaire, là, on tient un indice très très fort. Et pour être précis, le chiffre magique qu'on regarde, c'est le VMS, ou VMS1. C'est le volume d'air qu'on est capable de souffler en une seule seconde. Si ce volume augmente de plus de 12% après avoir pris le médicament, bingo, ça confirme que l'obstruction des voies respiratoires est réversible. C'est la preuve par A plus B que les bronches étaient bien serrées et qu'on a réussi à les détendre. C'est la signature de l'asthme.
Voilà, le diagnostic est posé. Et c'est là que le plus important commence. Pas la maladie, non, mais l'apprentissage. Apprendre à gérer, à contrôler, à vivre avec au quotidien. Et les objectifs du traitement aujourd'hui, ils ont complètement changé. Le but, ce n'est plus juste de gérer les crises quand elles arrivent. Non, non, le but, c'est de les empêcher. C'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de symptômes possible, de garder des poumons qui fonctionnent parfaitement, de pouvoir faire du sport, de vivre sa vie normalement. Et tout ça, bien sûr, en utilisant le moins de médicaments possible. Et pour atteindre ces objectifs, la stratégie repose sur 2 piliers. Il y a d'un côté les médicaments de secours. C'est un peu l'extincteur d'incendie. Quand la crise est là, on l'utilise pour éteindre le feu tout de suite. Ça agit en quelques minutes. Et de l'autre côté, il y a les médicaments de contrôle. Ça, c'est le traitement de fond. C'est comme si on rendait les murs anti-feu. On les prend tous les jours, même quand tout va bien, pour calmer l'inflammation et empêcher que le feu ne puisse démarrer. Et on arrive à ce message qui est, je trouve, vraiment porteur d'espoir et qui vient directement des manuels de médecine. Le pronostic sous traitement est favorable. Ça veut dire qu'avec les bons traitements et un bon suivi, eh bien, les perspectives sont bonnes. On peut vraiment bien vivre avec son asthme. Ce qui nous amène à la question finale. L'asthme est une maladie chronique, c'est un fait. Mais le contrôle est-il possible? La réponse est un grand oui. L'asthme ne se guérit pas, mais il peut se contrôler, et même très bien. Comprendre comment ça marche, c'est la première étape pour reprendre le dessus, pour reprendre le contrôle de sa propre respiration. La vraie question, au fond, n'est pas tant de savoir si le contrôle est possible, mais plutôt de se demander qu'est-ce qui aujourd'hui empêche encore chaque personne qui vit avec l'asthme d'atteindre ce contrôle optimal.